J'ai vendu la maison où j'avais passé les plus belles années de ma vie avec mon mari, juste pour offrir à mon fils le mariage de ses rêves. Je pensais être là, à ses côtés, en tant que mère, en tant que membre de la famille. Mais en réalité, ils m'ont mise de côté. Ils ont fait de moi une ombre. Au dîner de mariage, j'ai entendu des mots qui ont fait l'effet d'une détonation, comme si quelque chose venait de se briser au fond de ma poitrine. Et puis, le rire de mon propre fils, comme pour confirmer que je n'étais plus personne. Je n'ai rien dit. J'ai souri. Et ensuite, j'ai passé un seul appel qui a déclenché une série d'événements et qui a tout fait basculer. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai découvert quelques semaines plus tard dans de vieilles archives, ni de qui était vraiment mon fils. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis vraiment curieuse de savoir d'où vous venez. J'avais passé les 18 derniers mois à me donner corps et âme pour organiser ce mariage. Après la mort de mon mari d'une crise cardiaque, j'ai vendu la maison que nous avions construite ensemble, et j'ai utilisé l'argent pour offrir à Joshua le jour de ses rêves, ou plutôt le jour dont lui et Lorraine rêvaient depuis le lycée. Je n'ai pas hésité. Je n'ai demandé l'aide de personne. J'ai simplement signé les chèques, les uns après les autres, persuadée que l'amour, c'était le sacrifice, que le rôle d'une mère, c'était de donner sans jamais attendre d'être vue. La cérémonie avait lieu dans un ranch de luxe au pied des Rocheuses, des prairies verdoyantes, des guirlandes lumineuses, des chaises blanches alignées à la perfection. Il y avait une calèche tirée par des chevaux, une harpiste venue spécialement de Boulder, et un gâteau digne d'un magazine de mariage. Lorraine portait une robe sur mesure, qui coûtait plus cher que n'importe quelle voiture que j'ai jamais possédée. Chaque détail avait été pensé, magnifié, pour paraître simple et naturel. Et moi, j'étais derrière tout ça, comme l'architecte silencieuse de ce décor, invisible aux yeux de tous. Ce matin-là, j'ai passé des heures à me préparer. J'ai mis la robe en mousseline rose poudrée que j'avais achetée des mois plus tôt. Je me suis fait coiffer en ville, j'ai fait faire mes ongles d'un joli nude discret. En me regardant dans le miroir, je me suis dit que cette journée serait spéciale, pour nous tous. J'imaginais que Joshua viendrait me trouver avant la cérémonie, qu'il me prendrait dans ses bras et me dirait quelque chose comme « Maman, on n'aurait jamais pu faire ça sans toi. » Je me suis accrochée à cette image comme à une bouée de sauvetage. Mais en arrivant sur les lieux, cette image s'est brisée en un instant. Pas de marque-place à mon nom. Pas de siège réservé à l'avant. Aucune mention de moi sur le programme imprimé, où tous les autres membres de la famille avaient pourtant été si gentiment cités. J'ai trouvé une jeune employée, espérant une erreur de leur part. Elle m'a indiqué une table près du couloir, juste à l'extérieur de la salle de réception principale, à côté des toilettes et d'un placard de service, une chaise pliante et une serviette en papier. Voilà ma place. Pendant un instant, je suis restée figée. Je serrais ma pochette à deux mains, essayant de retenir les larmes qui me montaient aux yeux. L'odeur d'ail et la vapeur qui s'échappait de la cuisine emplissaient l'air. J'entendais les rires de l'autre côté des portes, des acclamations étouffées, le tintement des verres. Je transpirais sous ma robe, mais j'avais les bras glacés. Personne n'est venu me saluer, même pas Joshua. Je l'ai aperçu une fois. Il ajustait sa cravate, souriant de toutes ses dents, pour les photos avec Lorraine et ses parents. Ils étaient radieux, une vraie famille, comme si je n'existais pas. Je me suis assise, les jambes légèrement tremblantes,
le regard fixé sur le sol abîmé. Mes chaussures collaient un peu quand je les bougeais. J'ai croisé les mains sur mes genoux, et j'ai esquissé un faible sourire à chaque personne qui passait, prétendant que ma place était exactement là. Je me suis dit de ne rien gâcher, de ne pas faire de scandale. C'était sa journée après tout. N'est-ce pas ce que font les bonnes mères? La cérémonie a commencé. Je l'ai suivie à travers le va-et-vient des portes battantes, apercevant des bribes de la scène entre les allées et venues des serveurs. J'ai vu le baiser. J'ai vu les applaudissements. Je les ai vus faire leur premier pas d'époux, main dans la main, sans un regard dans ma direction. À l'intérieur de moi, quelque chose s'est fissuré. Silencieusement, imperceptiblement, comme une lézarde dans les fondations d'une maison. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas partie. Je suis juste restée assise là, à regarder, pendant que mon cœur, en silence, se réorganisait autour de cette nouvelle vérité. Peut-être que ce n'était pas un oubli. Peut-être que c'était un message. Et je l'avais reçu, 5 sur 5. L'appartement m'a accueilli dans le silence. Pas un silence paisible, non. Un silence qui s'était déposé sur tout comme une poussière lourde, épaisse, immobile. Le mariage était terminé. Les photos seraient imprimées, les cadeaux ouverts, les anecdotes racontées au fil des brunchs et des verres de vin. Mais moi, j'étais rentrée dans un 2 pièces en location, rempli de meubles d'occasion, avec cette odeur persistante de laque et de déception. Il n'y avait aucun mot de Joshua, pas un message de remerciement, pas même un simple SMS. Il s'était envolé pour Hawaï le lendemain du mariage. Le voyage de noces était une surprise des parents de Lorraine, un autre geste grandiose de la part de gens qui savaient toujours faire les choses en grand, avec éclat et en public. Je n'étais pas jalouse, pas vraiment. J'étais juste absente, comme si on m'avait effacée du tableau final. Pendant 1 semaine, j'ai vérifié la boîte aux lettres. Peut-être qu'ils enverraient une carte postale. Quelque chose de simple, avec mon nom dessus. Mais rien n'est arrivé. Juste des factures et des prospectus de supermarché. Alors, j'ai arrêté de vérifier. Quelques semaines plus tard, Joshua a envoyé un texto. Il voulait m'inviter à dîner. Dans leur nouvelle maison, disait-il. Une maison que les parents de Lorraine leur avaient offerte en cadeau de mariage. Une grande bâtisse sur une rue tranquille, avec une clôture blanche et des parterres de fleurs impeccables. Elle avait emménagé tout de suite. Il avait suivi. On ne m'avait pas demandé d'aide pour les cartons ou le déménagement. Je l'avais appris sur Facebook. Pourtant, j'ai dit oui. Je me suis dit que ça me ferait du bien de le voir, de me sentir à nouveau faire partie de quelque chose. J'ai apporté une bouteille de vin. Pas une bouteille chère, mais choisie avec soin. Je portais un chemisier bleu marine et un pantalon sobre. Quelque chose de net. Pas trop de maquillage. Je ne voulais pas donner l'impression d'en faire trop. Sur leur porche, j'ai attendu un long moment avant de sonner, espérant que ce serait le début de quelque chose de mieux. Lorraine a ouvert la porte. Elle m'a offert un sourire pincé qui n'atteignait pas ses yeux et s'est détournée avant même que je puisse la saluer. Le chien a aboyé quelque part à l'intérieur. Joshua est apparu derrière elle, téléphone à la main, jetant à peine un regard dans ma direction avant de filer vers le salon. La maison était parfaite, stérile, digne d'un magazine. Partout, des photos de fiançailles encadrées, mais pas une seule de l'enfance de Joshua. Aucune trace de ses origines. Le dîner était déjà sur la table. Salade en sachet, pâte en bocal. Ils ne m'ont pas laissé aider à mettre le couvert.
Nous avons mangé avec la télé en sourdine en fond sonore. La conversation était hachée, superficielle. Joshua levait à peine les yeux de son téléphone. Lauren parlait de son nouveau blog sur le bien-être, des rénovations qu'il prévoyait pour la chambre d'amis, de la future baby shower d'une de ses amies. J'ai proposé d'aider à débarrasser, peut-être de cuisiner quelque chose la prochaine fois, ou de garder leur chien s'ils partaient en voyage. Lauren a eu un sourire tendu et a dit qu'il me tiendrait au courant. Joshua n'a rien dit. J'ai lentement plié ma serviette, sentant le poids de chaque seconde de silence s'étirer entre nous. Après le dîner, je suis allée aux toilettes, et en revenant, j'ai entendu des voix depuis la cuisine. Lauren était au téléphone, sur haut-parleur. Elle a ri, d'un rire sec et méchant, en disant quelque chose comme « Il faut bien contenter la vieille » et que « de l'aide gratuite, ça reste de l'aide ». Mon nom n'a pas été prononcé, mais ce n'était pas la peine. Puis elle a ajouté « Au fond, c'est notre bonne à tout faire non payer. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre ?» Et la voix de Joshua a suivi, sans protester, sans corriger. Juste un petit rire étouffé, et le bruit d'une fourchette raclant une assiette. Le cœur battant, j'ai fait demi-tour. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai simplement pris mon sac, murmuré un « bonne soirée » qu'ils ont à peine entendu, et je suis sortie dans l'air frais du soir. La rue était calme. Le ciel au-dessus de Fort Collins portait les ecchymoses du crépuscule. Je me suis arrêtée sous un lampadaire, sa lueur peignant le monde d'un voile jaune et terne. Ma respiration formait une légère buée alors que la température chutait. J'ai resserré mon manteau, mais le froid n'était pas seulement dans l'air, il était aussi en moi. En retournant à ma voiture, les souvenirs ont afflué, des souvenirs auxquels je n'avais pas pensé depuis des années. Joshua bébé, lové contre ma poitrine, sa petite main agrippée à mon chemisier, la façon dont il fredonnait en s'endormant, ses premiers pas, hésitants mais hardis, vers une tour de cubes en plastique dans notre ancien salon. La fois où il était rentré en larmes parce qu'un camarade avait dit que son déjeuner sentait bizarre, et je lui avais promis de ne plus jamais lui préparer de sandwich au thon. Comment il me réveillait à 6 heures du matin, le samedi, pour qu'on fasse des pancakes avec un supplément de myrtille. Il voulait toujours plus de myrtille. Je me suis souvenu de coudre des pièces sur les genoux de ses jeans quand les fins de mois étaient difficiles, de rester éveillé toute la nuit pendant la saison de la grippe juste pour vérifier sa fièvre, d'économiser chaque dollar pour lui offrir ce télescope pour son 11e anniversaire, parce qu'il disait vouloir voir Saturne. Il avait pleuré en le découvrant dans le salon. Il avait dit que c'était le plus beau cadeau de sa vie. À l'époque, j'étais tout pour lui. Sa boussole, son toit, son refuge. Quelque part en chemin, ça avait changé. Debout sous le bourdonnement du lampadaire, j'ai réalisé à quel point ces jours étaient lointains. Et depuis combien de temps je prétendais que ce que nous avions eu existait encore. Comme si l'amour et les efforts suffisaient à conserver une place dans la vie de quelqu'un pour toujours. Le vide dans ma poitrine n'était pas seulement du chagrin. C'était l'absence du besoin de moi, le silence de tous ces moments que j'avais construits, portés et nourris, aujourd'hui oubliés. Je me suis assise dans ma voiture, moteur éteint, les mains sur les genoux, pas prête à rentrer, mais sans aucun autre endroit où aller. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de douloureux, de tranchant et d'absolument vrai. J'avais passé ma vie à m'assurer que mon fils n'ait jamais froid, et d'une manière ou d'une autre, je me retrouvais dehors, seule, à le subir.
C'est fin octobre, en rentrant chez moi, que j'ai trouvé l'avis scotché sur ma porte. Une enveloppe d'un blanc impeccable, avec un en-tête officiel en lettres capitales, qui flottait légèrement dans la brise, comme si elle ne venait pas de réécrire le prochain chapitre de ma vie. L'immeuble avait été vendu, disait la lettre. Le nouveau propriétaire avait des projets. J'avais 30 jours pour quitter les lieux. Je suis restée là un long moment, les clés encore à la main, la porte non ouverte. Je n'avais nulle part où aller. L'appartement n'était pas grand-chose, mais il était à moi. Il avait abrité mon silence, mon deuil, ma lente reconstruction. Il avait contenu l'écho d'une vie à laquelle j'essayais encore de me convaincre de trouver un sens. À l'intérieur, je me suis assise au bord du lit et j'ai relu la lettre. Les mots étaient froids, impersonnels. Il se fichait que j'ai 57 ans, que je sois seule ou que j'ai versé toutes mes économies dans le bonheur de quelqu'un d'autre. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Joshua. Ça a sonné 2 fois, puis je suis tombée sur sa messagerie. J'ai réessayé. À la 3e tentative, il a répondu. Il était poli, distant. Il a dit qu'il ne pouvait héberger personne en ce moment. Lorraine traversait une période difficile. L'ambiance à la maison était tendue. Il espérait que je comprendrais. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement raccroché, fixant l'historique des appels, comme s'ils pouvaient se réorganiser en quelque chose de plus chaleureux. Mais non. Cette nuit-là, j'ai fait une petite valise, juste l'essentiel. Je ne supportais pas l'idée de tout plier soigneusement comme pour un départ en vacances. Alors j'ai tout fourré en vrac. Quelques vêtements, ma brosse à dents, une photo de Joshua à 5 ans, et j'ai laissé le reste. J'ai réservé une chambre dans un motel en bord de route, à la sortie de la ville. Pas cher, assez propre, avec un lit simple et une lampe qui clignotait quand le chauffage se mettait en marche. Assise au bord du lit, je fixais la moquette à motif, ma valise posée à mes pieds, comme un chien fidèle. Le silence ne vrombissait plus comme avant. Maintenant, il m'écorchait les oreilles. Le sommeil n'est venu que par épuisement. Mon corps a cédé bien avant mon esprit. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, dans la lumière pâle qui filtrait à travers des rideaux en plastique, je me suis sentie plus insignifiante que jamais. J'étais une invitée dans ma propre histoire, une intruse, jamais à ma place. Les jours se sont enchaînés, flous. J'ai suivi les rituels de la survie, mangé quand j'y pensais, arpenté les couloirs du motel pour sentir quelque chose sous mes pieds, fixé le plafond bien après minuit. Personne n'a appelé, personne n'a pris de nouvelles, pas même Joshua. Un après-midi, j'ai ouvert la petite boîte que j'avais gardée depuis la mort de mon mari. Un mélange de choses dont je ne pouvais me séparer. Sa montre, une carte d'anniversaire, une pile de vieilles lettres de famille. J'aurais dû les trier des mois plus tôt, mais je n'en avais jamais eu le cœur. Ce jour-là, je l'ai fait. Nichée entre des enveloppes jaunies, se trouvait une que je n'avais pas souvenir d'avoir vue. L'écriture de ma tante, précise, forte, la façon dont elle avait toujours signé son nom. Elle avait été avocate à Denver. Un esprit vif et une langue bien pendue. Elle était morte discrètement, sans fanfare, et je n'étais allée à la cérémonie que par devoir. Elle n'avait jamais eu d'enfant, et nous n'étions pas proches. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient plusieurs documents juridiques, officiels, tamponnés et notariés. Une lettre qui m'était adressée, et en dessous, un jeu de clés collé à l'intérieur d'une pochette cartonnée. J'ai lu la lettre une fois, puis 2. Il semblait que ma tante Ruth m'avait laissé quelque chose, une propriété à Denver. C'est pas juste une maison, mais un duplex dans un quartier historique.
Une moitié était louée depuis longtemps. L'autre était restée vide pour des raisons inconnues. La lettre expliquait qu'elle avait essayé de me contacter des années plus tôt, mais avait supposé que je n'étais pas intéressée, faute de réponse. J'avais tellement déménagé à cette époque que ça ne m'étonnait pas d'avoir manqué son courrier. Je suis restée immobile, la lettre sur les genoux, avec le vrombissement du chauffage du motel en fond sonore. Je ne savais pas quoi ressentir, le soulagement, la culpabilité, l'incrédulité. Peu importe, c'était réel. Une maison, un lieu, quelque chose à moi. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Denver. La ville s'étendait autour de moi comme un souvenir que je n'arrivais pas tout à fait à situer. De hauts immeubles, un air frais, des feuilles dorées qui tourbillonnaient dans les rues. J'ai trouvé l'adresse dans une rue calme, bordée de maisons en briques et de vieux érables. Le bâtiment était ancien, mais solide. Du lierre grimpait le long de la clôture, et le porche a grincé quand j'ai posé le pied dessus. Le cabinet d'avocat, mentionné dans la lettre, existait toujours. Je suis entrée, les papiers serrés dans ma main, m'attendant presque à ce que quelqu'un se moque de moi, me dise qu'il y avait une erreur. Mais non. La réceptionniste m'a offert un verre d'eau. L'avocate, elle s'appelait Mélissa, m'a expliqué que le titre de propriété était en règle. Les impôts, payés. Les locataires, stables. L'appartement à l'étage était disponible immédiatement si je le souhaitais. Je suis ressortie avec les clés à la main, une copie de l'acte de propriété dans mon sac et une vie dont j'ignorais l'existence qui m'attendait. Je me suis assise sur les marches, dehors, et j'ai regardé le trottoir. Une brise agitait les arbres. Au loin, un chien a aboyé. Je n'ai pas souri. Pas encore. Mais j'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'air caresser mon visage. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. J'ai décidé de rester à Denver. Au début, c'était une question de survie. Je n'avais nulle part où aller. Mais il y avait quelque chose dans ce vieil immeuble de West Ellsworth Avenue qui a réveillé en moi un sentiment que je n'avais pas connu depuis des années. Ce n'était pas seulement que la propriété était à moi, c'était que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais un endroit qui ne me demandait pas de partir. L'immeuble était fatigué, des vitres fissurées, des lattes de parquet déformées qui gémissaient sous chaque pas, des radiateurs qui crachotaient plus qu'ils ne chauffaient. Mais il avait du caractère, une histoire. J'avais l'impression qu'il attendait que quelqu'un se souvienne qu'il avait encore de la valeur. J'ai emménagé dans l'appartement du dernier étage, celui avec le plafond en pente et le petit balcon en fer forgé. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres sales en longues bandes dorées, adoucissant la dureté de l'intérieur usé. Cette première nuit, j'ai dormi sur un matelas nu, entouré de cartons. La pièce était froide et le silence, épais, mais je me sentais étrangement en paix. Pas de voix devant lesquelles me faire toute petite. Pas de regard à impressionner. Juste moi, et un lieu à moi. Les semaines suivantes, je me suis jetée dans le travail, sans me presser, à mon rythme. Le bâtiment était ancien, et je ne voulais pas lui arracher son âme. J'ai engagé Karl, un gérant immobilier du coin, cheveux blancs et mains calleuses, marqués par le vrai labeur. Il me rappelait mon défunt mari, constant, mesuré, gentil sans effort. Karl connaissait la ville et ses habitants, des artisans qui facturaient encore à l'heure, et non à l'humeur, des électriciens qui prenaient leur temps, des peintres qui couvraient chaque centimètre carré, sans laisser une seule éclaboussure. Nous avons commencé par la structure, plomberie, chauffage, électricité.
Puis le reste a suivi. Nous avons nettoyé les cages d'escalier à la main, remplacé la moquette tachée par un sol stratifié brillant, repeint les portes dans des tons de terre doux. J'ai choisi moi-même les finitions, poignées en bronze brossé, ampoules à lumière chaude, tringles à rideaux en chêne. Je ne voulais pas le luxe, je voulais la dignité. J'ai maintenu des loyers justes, bien en dessous de la moyenne, ne demandant rien de plus qu'un nom, une référence et une poignée de main. Les appartements se sont remplis rapidement. Des enseignants, des parents célibataires, des jeunes avec de grands rêves et de petits portefeuilles, des retraités qui parlaient peu doucement et souriaient en me croisant dans le couloir. Je suis restée anonyme. Karl s'occupait des baux, des factures, de l'entretien. J'étais juste la dame d'en haut, avec des pots de lavande sur la balustrade et un chat gris qui aimait faire la sieste sur le rebord de la fenêtre. Je n'avais pas besoin qu'il connaisse mon nom. J'avais juste besoin de me sentir à nouveau utile. J'arrosais le petit carré de pelouse à l'arrière. Je déneigeais le trottoir quand la météo se trompait. Les jours de fête, je préparais des biscuits et les laissais dans le hall d'entrée, enveloppés dans des serviettes. J'avais été invisible si longtemps. Désormais, c'était mon choix. Un après-midi brumeux de début février, Karl a frappé à ma porte, un dossier à la main. Un nouveau bail. Un couple avait signé par l'intermédiaire d'une agence. Rien de suspect. Il avait juste besoin d'une approbation rapide. J'ai jeté un œil au nom. Adam et Rachel White. Rien d'inhabituel, mais la signature a attiré mon attention. La boucle du R, l'espacement soigné. Trop net, trop appliqué. Je me suis penchée. Une photo d'identité granuleuse. Lunettes de soleil. Une écharpe. J'ai fixé l'image. Lorraine. Je n'ai senti aucune chaleur monter à mon visage. Mon estomac ne s'est pas noué. J'ai lu les papiers 2 fois, puis je les ai rendus. Karl a hoché la tête et est parti. Je suis restée assise dans la cuisine alors que la lumière du jour déclinait. Une tasse de thé tiède à la main, songeant à quel point la vie pouvait être étrange. Ils ont emménagé dans le 2B, un étage plus bas, 2 portes plus loin. Je les ai regardés décharger un camion de déménagement, caché derrière mon rideau. Lorraine est sortie la première, traînant une valise cabossée. Ses cheveux étaient ternes, noués en un chignon, fait à la va-vite. Ses vêtements flottaient sur elle, comme s'ils ne lui appartenaient pas. Joshua a suivi, les bras chargés de carton. Son visage était tiré. Le charme dont je me souvenais s'était durci en quelque chose de fatigué. Ils ne se parlaient pas, ni entre eux, ni aux voisins. Juste le silence et de petits grognements d'effort. Je n'ai rien dit. Je ne les ai pas salués. Je n'ai pas préparé de gâteau de bienvenue, ni laissé de cartes, comme je le faisais d'habitude. Je suis restée silencieuse. J'ai observé. Les jours ont passé. Je les voyais aller et venir, rarement ensemble. Elles partaient tôt. Ils restaient à l'intérieur. Leurs disputes filtraient à travers les murs, si fins. Des mots durs, coupés par le claquement des portes. Un fracas occasionnel. Le silence qui suivait, lourd et accusateur. De ma fenêtre, j'ai vu Lorraine une fois, près des poubelles, fixant quelque chose dans sa main. Un cadre cassé, peut-être. Joshua est sorti plus tard, arpentant la ruelle, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse et désespérée. Plus de sourire, plus de certitude. Il ne savait pas à qui appartenait l'immeuble. Il ne savait pas quel toit les gardait au sec, quelle chaudière chauffait leur douche. C'était une justice poétique, aux couleurs éteintes. Ils avaient se passé si longtemps à façonner une image, à vivre pour le paraître. Maintenant, ils vivaient grâce à une bienveillance dont ils ignoraient même le visage.
Je ne les détestais pas. Je ne cherchais pas à me venger. Je regardais simplement. J'écoutais. J'apprenais. Et dans ce silence, je suis devenue quelqu'un de nouveau. J'avais passé des années à être effacée, réduite à un rôle. Mais maintenant, dans cet immeuble délabré aux murs tordus et dont les briques avaient un cœur, j'étais revenue dans le tableau. Je n'étais plus le fantôme dans la pièce. J'étais la lumière. Non pas pour éblouir, mais pour voir. Et je voyais tout. La vie a été distribuée un lundi. C'était une simple routine, une modeste augmentation de loyer, soigneusement calculée pour suivre la hausse des coûts d'entretien et des impôts fonciers. Chaque locataire a reçu la même lettre imprimée, glissée discrètement sous sa porte. J'ai laissé Karl s'occuper de la distribution, comme toujours. Rien de personnel, rien de vengeur, juste les affaires. Ce soir-là, j'étais assise près de la fenêtre de mon appartement, celui baigné d'une douce lumière dorée, et où flottait un parfum de romarin venu de ma jardinière. Je sirotais mon thé en regardant la cour en contrebas. Quelques locataires discutaient près des parterres que nous avions plantés au printemps. Une des femmes plus âgées, Judy du 1C, m'a fait un signe de la main. J'ai répondu. Personne ne semblait contrarié. La plupart comprenaient. Mes loyers étaient justes. Ils l'avaient toujours été. Mais 2 jours plus tard, Karl m'a transféré un email. L'objet était en majuscule, le ton bouillonnant, sous un mince vernis de civilité. Il était signé du nom de Joshua. Le message accusait la direction de les cibler, qualifiant l'augmentation de prédatrice et discriminatoire. Il y avait une menace à peine voilée de contacter un avocat, et une dernière phrase qui s'est plantée en moi comme une lame, quelque chose sur le fait que certains propriétaires oublient d'où ils viennent. Je l'ai lu une fois, puis une deuxième, et j'ai refermé mon ordinateur portable sans répondre. Cette nuit-là, dans ma petite cuisine, je passais un chiffon humide sur le rebord du comptoir. Je me suis arrêtée lorsque mes doigts ont effleuré un éclat dans le stratifié, un qui était là bien avant mon arrivée. J'ai pensé à Harold, mon défunt mari, à la façon dont il passait la main sur chaque surface de notre maison avant l'arrivée d'invités, vérifiant la poussière ou les taches, comme si le jugement des autres pouvait pénétrer la vie que nous avions construite ensemble. Il aurait ri de cet email. Pas un rire cruel. Harold n'avait pas ça en lui, mais un rire entendu, plein de cette compréhension tranquille qu'il portait toujours en lui. C'est lui qui me disait, encore et encore, que les gens deviennent souvent agressifs quand ils ont peur, quand ils ont bâti leur monde sur le dos de quelqu'un d'autre et qu'ils sentent le sol commencer à se dérober sous leurs pieds. Il m'a terriblement manqué à ce moment-là. Sa voix qui manquerait. La façon dont il voyait les gens. Les voyait vraiment, sans illusion. Harold avait été avocat à Denver pendant près de 30 ans, du genre à garder une cravate de rechange dans sa boîte à gants et à ne jamais hausser la voix au tribunal. Il croyait aux règles, à l'équité, à l'importance d'être présent quand ça comptait le plus, et il m'aurait dit de ne pas répondre, exactement comme je l'avais fait. Au lieu de ça, je me suis concentrée sur ce qui importait. Le nouveau café prenait enfin forme. Nous avions rénové l'ancien débarras du rez-de-chaussée, l'avions transformé avec des tables en bois chaleureux et des guirlandes lumineuses. Une boulangère locale avait accepté de fournir des pâtisseries fraîches chaque matin. Je l'ai appelé « The Hearth », le foyer. Ça sonnait juste. Ça ressemblait à un endroit où les gens pouvaient se sentir exister. J'offrais des réductions aux mères célibataires, le café gratuit le dimanche pour les personnes âgées. L'une des locataires,
une professeure d'art à la retraite, a lancé un cercle d'aquarelles hebdomadaire dans l'arrière-salle. Je les ai rejoints une fois. J'ai peint une tasse de thé de travers, mais la plupart du temps, je me contentais d'écouter. Elle parlait de vieux souvenirs, de recettes préférées, de la beauté douloureuse de la fin de vie. Personne ne m'a demandé ce qui m'avait amené à Denver. Personne ne le savait. C'était le réconfort de l'anonymat. J'étais juste la dame d'en haut qui gérait les choses. Pendant ce temps, l'appartement 2B restait sous tension. Je ne voyais presque plus Lorraine. Quand ça arrivait, son visage était tiré, comme une bougie qui brûle par les deux bouts. Joshua errait parfois seul dans la cour, les yeux baissés, les mains dans les poches d'une veste qui ne lui allait plus très bien. L'éclat qu'il portait autrefois avait disparu, remplacé par quelque chose de terne, de cassant. Puis, un après-midi de mars, on a frappé à ma porte. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir. Il se tenait là, les épaules légèrement voûtées, les yeux cernés par la fatigue. Il y avait en lui un vide que je ne reconnaissais pas, ou que je n'avais tout simplement pas vu auparavant. Son visage était plus mince, plus vieux. La vie l'avait usé. Il ressemblait à un garçon qui était finalement à court d'excuses. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'ai pas demandé pourquoi il était venu. Il a parlé, j'ai écouté. Il y a eu des mots, des excuses, des explications, quelque chose sur des erreurs, sur le fait d'être perdu, et de ne pas savoir à quel point les choses s'étaient dégradées jusqu'à ce qu'elles éclatent autour de lui. Il a cherché à m'atteindre d'une manière qu'il n'avait visiblement pas répétée, mais rien de tout cela n'atteignait l'endroit en moi, qui, autrefois, aurait pleuré en entendant ces mots. Pendant qu'il parlait, mon esprit dérivait. J'ai revu Harold, assis à notre ancienne table de salle à manger, nouant sa cravate, me souriant comme si j'étais la seule chose qui comptait dans la pièce. J'ai pensé au jour de la naissance de Joshua, à la façon dont Harold l'avait tenu si délicatement, comme quelque chose de sacré. Comment, après le décès de Harold, je m'étais dit que je ferais tout, élever notre fils, lui construire un avenir, l'aimer pour deux. J'avais donné trop de moi-même pour pleurer ce que Joshua m'offrait maintenant. Je l'ai laissé finir. Je l'ai laissé chercher dans mon visage une once de douceur. Je ne lui ai offert que le silence. Et quand j'ai parlé, je l'ai fait avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Je lui ai dit que j'avais passé ma vie à donner. Donner du temps, de l'argent, des morceaux de moi-même que je ne retrouverai jamais. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de vengeance, ni de punition. Il s'agissait de limites, de savoir quand quelque chose est pourri, au-delà de toute réparation. Je lui ai dit que j'en avais fini. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée là, sur le seuil, entre lui et la vie que j'avais enfin reconquise. Il m'a regardée une dernière fois, comme s'il espérait une fissure dans l'armure, un soupçon de la femme qui posait des poches de glace sur ses genoux et lui gardait le coin du gâteau. Cette femme n'existait plus. Il est parti. J'ai fermé la porte d'une main calme. Dehors, l'enseigne du café s'est allumée en scintillant. Des rires montaient de la cour. En bas, le groupe d'aquarelles avait recommencé, les pinceaux tapotant doucement le papier comme de minuscules battements de cœur. L'odeur de pain à la cannelle a envahi le couloir. À l'intérieur, je me suis assise à mon bureau et j'ai pris un pinceau. Une nouvelle toile attendait. Pas de fil, pas de bruit, pas d'excuses, juste la lumière. Cela faisait 1 mois que j'avais fermé cette porte, décidée à ne plus jamais la rouvrir. L'immeuble avait changé de manière subtile et magnifique.
Il y avait plus de jardinières le long de l'allée, remplies de romarin, de thym et de petites touches de lavande. Les locataires avaient pris l'habitude de laisser des livres sur le banc de la cour pour que d'autres puissent les emprunter. Quelqu'un avait peint une fresque sur le mur du fond, des tournesols, des étoiles et une citation sur le sentiment d'appartenance. Je n'ai pas demandé qui l'avait fait. Je souriais simplement chaque fois que je passais devant. Ce vendredi soir-là, nous organisions une soirée de lecture au café. J'avais suggéré l'idée nonchalamment un jour pendant le cercle d'art, et en une semaine, c'était devenu un événement à part entière. Les gens ont apporté des poèmes, des nouvelles, de courts mémoires, griffonnés dans les marges de vieux carnets. J'ai imprimé des prospectus et les ai glissés sous chaque porte. Karl a aidé à accrocher des guirlandes lumineuses aux fenêtres. Judy a donné des nappes dépareillées de ses années de couture. Quelqu'un a apporté un vieux tourne-disque. Nous avons mis Ella Fitzgerald pendant que la salle se remplissait. J'ai passé l'après-midi à tout préparer. Je portais la robe bleu tendre que j'avais rangée au fond de mon placard pendant des années, attendant une occasion qui ne semblait jamais venir. J'ai laissé mes cheveux tomber librement sur mes épaules. J'ai disposé un assortiment de petits sandwichs, de légumes coupés et un plateau de fromage que j'ai composé comme un tableau. J'ai allumé des bougies, j'ai cueilli des fleurs fraîches du jardin, quelques mufliers, de l'eucalyptus, et les ai placées dans des bocaux au centre de chaque table. À 7 heures, la salle était pleine. Des voisins, des locataires, des amis que je ne savais pas m'être faits. Le couple d'en haut, qui laissait toujours ses chaussures bien rangées près de la porte. La jeune fille timide du 3A, qui m'avait demandé un jour si elle pouvait lire son poème, juste en chuchotant. Elle l'a lu ce soir-là. Sa voix tremblait, mais elle est allée jusqu'au bout. Tout le monde a applaudi. Quelqu'un a pleuré. Moi, je n'ai rien lu. Je n'en avais pas besoin. J'étais assise parmi eux, une assiette de fruits sur les genoux, un verre d'eau pétillante à la main. Je riais. J'hochais la tête. Je passais des serviettes. Je sentais la chaleur des bougies se refléter dans des yeux qui me regardaient. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais qui me regardaient, moi. Plus tard, vers la fin, l'un des locataires plus âgés, Charles du 2D, s'est levé avec son verre de vin et s'est éclairci la gorge. Le silence s'est fait. Il a regardé autour de lui, puis vers moi. Sa voix s'est un peu brisée, mais elle est restée ferme. Il a porté un toast. « À Nancy » a-t-il dit. À la femme qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se retrouver soi-même. La pièce s'est remplie de murmures, du tintement des verres, de sourires qui atteignaient l'âme. Ma poitrine s'est gonflée d'un sentiment nouveau, qui manquerait dans le présent. Je ne me sentais pas petite, je ne me sentais pas invisible, je ne me sentais pas utilisée, je me sentais entière. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, avant que le soleil n'atteigne le sommet des immeubles. Le monde était silencieux, de cette manière douce et dorée qu'il a parfois juste avant de s'étirer pour la journée. Je me suis versé une tasse de café, j'ai enfilé un pull et je suis sortie sur le porche. Une chatte, rousse et un peu dépenaillée, s'est levée à mes pieds, sa queue battant l'air avec une nonchalance de propriétaire. Elle traînait dans le coin depuis des semaines. Je ne l'avais jamais chassée. Ce matin-là, j'ai ouvert la porte et je l'ai laissée entrer. De l'autre côté de la cour, 2 enfants couraient après des bulles de savon. Leurs rires rebondissaient sur les murs de briques comme des carillons. Quelque part à l'intérieur, quelqu'un jouait du piano, des notes hésitantes, des mains de débutant.
Je me suis assise sur la balancelle du porche, la tasse chaude entre mes paumes. L'air sentait l'herbe, le pain et quelque chose de doux, la paix peut-être. Et tandis que j'étais assise là, mon esprit a dérivé vers ce que je pourrais faire ensuite. J'ai imaginé agrandir le café, peut-être ajouter une petite étagère, une bibliothèque de prêt avec des notes des lecteurs griffonnées dans les marges. J'ai pensé lancer une soirée de contes hebdomadaires, où les voisins pourraient partager leurs histoires de vie autour d'un cidre chaud et d'une tarte. Je pourrais organiser des journées de jardinage dans la cour, laisser les enfants planter quelque chose de leurs propres mains. Il y avait même une partie de moi qui osait à nouveau penser au voyage. Je me suis souvenu à quel point Henri et moi rêvions de parcourir la Pacific Coast Highway, de nous arrêter à chaque point de vue panoramique, de prendre des photos que nous ne comptions jamais imprimer. Il me tiendrait la main pendant que je lirais des cartes routières à l'envers, prétendant que je le guidais, même s'il connaissait toujours le chemin. Il rirait, m'embrasserait le dos de la main et dirait « Tu aimes juste l'aventure d'être un peu perdu. » Il me manquait plus doucement maintenant. Le chagrin était toujours là, mais plus doux, comme les contours d'un morceau de verre poli par la mer, usé par le temps et la marée. Je lui parlais dans les moments de calme. Je lui parlais du café, du poème de la fille du 3A, de la chatte qui m'avait adoptée. Et j'espérais qu'il pouvait voir que j'allais bien. Mieux que bien. L'avenir ne m'effrayait plus. Il m'appelait, doucement et clairement. Je voulais donner un cours d'écriture. Je voulais organiser un festival d'automne dans la cour avec des guirlandes lumineuses et du pain à la citrouille. Je voulais décorer le hall pour chaque fête et donner à l'immeuble le genre de chaleur qui fait que les gens se sentent chez eux dès qu'ils franchissent la porte. Pour la première fois depuis des années, le silence ne ressemblait pas à une absence. Il ressemblait à une présence, la mienne. Ce n'était pas un nouveau départ avec des feux d'artifice ou des fanfares. C'était plus silencieux que ça, plus sûr, comme le bruit sourd d'une chaise que l'on recule pour s'asseoir à une table que l'on a enfin construite pour soi-même. Et je me suis assise, à ma table, à ma place, exactement là où j'ai toujours été censée être.